Dal évalue la situation et agit sans hésitation. Avec une force remarquable pour un enfant de 8 ans, il soulève le soldat et le transporte en sécurité. Il dit qu'il laissera le reste aux soins d'Uncle. Elmé sourit à la vue et donne l'ordre pour toutes les troupes d'avancer dans une attaque simultanée. Animés par un moral élevé, les soldats chargent en avant avec un cri de guerre, tous pour le jeune maître Dal. Un court moment plus tard, de retour à la base saxon, la soumission des orques est confirmée comme complète. Le duc appelle son fils. Il a une question au sujet du combat. Il veut savoir la vraie raison pourquoi le garçon s'est précipité dans les lignes ennemies seul. Visiblement irrité, l'homme fait face à Dal et demande pourquoi il aurait fait quelque chose d'aussi imprudent. Dal est confus, musique transpirant, incapable de comprendre pourquoi il est réprimandé. Dal commence à expliquer à son père pourquoi il s'est précipité dans les lignes ennemies seul. Les chevaliers de la maison saxon sont ceux qui serviront un jour sous son commandement. C'est pour cela qu'il a fait ce qu'il croyait être juste en cet instant. Le duc répond que la raison est bien trop faible. Dal réplique, soulignant que son propre père est connu pour valoriser ses chevaliers. Alors pourquoi a-t-il regardé l'un d'eux mourir sans intervenir? Alan explique que les chevaliers de la frontière nordale ne s'attendent pas à être sauvés. Sur le champ de bataille, chacun doit penser et agir seul pour survivre. Quiconque agit en attendant toujours qu'on vienne au secours ne durera pas longtemps. Les soldats doivent affûter constamment leurs compétences, et le duc n'intervient que lorsque l'ennemi est au-delà de ce qu'ils peuvent gérer. Dal réalise qu'il n'a aucune manière d'argumenter contre cela, et il ressent un poids dans sa poitrine en comprenant qu'il avait oublié quelque chose qui, dans une autre vie, était profondément ancré en lui. Même ainsi, après la réprimande, son père pose une main sur l'épaule de son fils. Il reconnaît que le garçon a agi selon ses convictions, et dit que c'est quelque chose qui doit jamais être perdu. Le duc ouvre la tente, laissant le soleil inonder, et demande aux deux de retourner au château. L'histoire du fils du duc courant pour sauver un chevalier était exactement ce genre de choses que les potins de l'Empire attendaient. Un d'eux a même clamé haut et fort que le jeune homme avait défait plus de 1000 orques seul. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Dal a trouvé toute la chose embarrassante, mais l'événement a fini par apporter une nouvelle vague d'énergie au duché. Plus tard, sur les terrains d'entraînement, les chevaliers avaient commencé à le traiter presque comme un dieu. Embarrassé, le garçon continuait de leur dire qu'il n'avait pas besoin de se comporter ainsi. Elmé ne convenait pas. Il disait que c'était quelque chose dont il fallait être fier et que Dal devait l'embrasser. Levant la main pour rallier les hommes, il renforçait que ce genre de reconnaissance leur faisait devenir plus forts. Et en effet, le moral des soldats était visiblement en hausse. C'est alors qu'une servante s'approcha pour informer qu'ils allaient arriver les invités de la maison Oralard. Dal la remercia, et les deux se préparèrent à partir. Le garçon savait à musique qu'il allait bientôt rencontrer des personnes importantes. La maison Oralard était connue comme une famille guerrière. Une fois l'une des grandes familles nobles du royaume de Teutonia, dirigée par Barthel, mais pendant la unification, Teutonia est tombée. Avec la mort de l'épée divine, la famille a été ruinée. Elmé semblait accablé, probablement pensant à celui qui lui avait inspiré devenir chevalier, une mémoire qui portait encore un goût amer. Lorsqu'ils arrivèrent dans le grand hall où les parents de Dal attendaient déjà, le duc demanda si le garçon s'entraînait. Dal confirma qu'il l'avait fait. Un majordome annonça l'arrivée des invités, et Alan ordonna qu'ils soient traités avec le plus grand respect. Une femme vêtue de deuil approcha, accompagnée d'une petite fille blonde. La femme se présenta comme Vanessa Oralard, saluant le duc de Saxon avec humilité. La fille, cependant, resta complètement immobile. Vanessa jeta un regard en arrière avec une expression désapprobatrice et présenta sa fille, Charlotte Oralard, qui était clairement mal à l'aise avec tout cela. Dal fut surpris de voir Charlotte questionner sa propre mère sur place. La fille demanda quel genre de comportement c'était et pourquoi elle s'inclinait devant ces gens. Le duc essaya de désamorcer la tension, disant que les deux avaient fait un long et fatigant voyage. Il demanda ensuite à Dal d'accompagner Lady Charlotte et de lui montrer le château. Avec un sourire amical, le garçon tendit sa main, l'invitant. Charlotte le regarda avec une expression froide et gifla sa main fort. Dal fut surpris, sentant la brûlure dans sa paume. Le duc et Helena furent également pris au dépourvu. Charlotte semblait réaliser qu'elle avait allé trop loin, mais elle ne s'excusa pas. Elle remarqua d'un ton sec que ce genre de comportement était typique des nobles impériaux mal éduqués. Sa mère lui ordonna de s'excuser. Charlotte se contenta de tourner le dos et continua à marcher. Désespérée, Vanessa appela pour qu'elle attende. Se tournant vers le couple, elle les suppliait de pardonner la rudesse de sa fille, et expliquait que Charlotte ne se comportait pas d'habitude ainsi. Elle avait été secouée par des choses qui s'étaient récemment passées. Helena demanda ce qui était arrivé. Vanessa révéla qu'il n'était pas longtemps avant. Comte Brandambur avait été nommé inspecteur de leur territoire. L'homme était connu à travers l'Empire tant pour son habileté que pour son surnom, le roi cochon. Obsédé par la production d'un héritier puissant, il poursuivait des sabreurs talentueux sans tenir compte de l'âge ou du sexe, même si c'était une fille qui n'avait pas encore atteint la puberté. Vanessa a dit qu'elle avait réussi à s'enfuir avec sa fille juste à temps, avant qu'il ne puisse mettre la main sur elle. Mais elle savait que ce genre de traumatisme ne disparaissait pas simplement. Avec une voix tremblante, elle a dit qu'elle ferait tout pour protéger Charlotte. Cependant, en tant que noble déchue, elle n'avait aucun pouvoir pour le faire. C'est pourquoi elle les suppliait d'adopter sa fille, même comme servante. De cette façon, cet homme ne pourrait jamais la retrouver.
En attendant, loin de là, Dal et Charlotte étaient seuls. Le garçon l'appela, se frottant le cou, et demanda si elle savait où elle allait. Charlotte admit qu'elle ne le savait pas. Après un moment, elle demanda s'il lui arrivait quelque chose à la main. Dal dit que non, et lui dit de ne pas s'en faire. Tenant son épée, la blonde dit que c'était un soulagement. Puis, sans prévenir, elle tira la lame et la pointa sur lui. Avec une voix ferme, elle exigea qu'il se batte en duel. Presque comme donnant un ordre à un subordonné, elle cria pour qu'il tire son épée immédiatement. Dal se mit à transpirer froid. Cette fille était du genre à faire exactement ce qu'elle voulait. Malgré les insistantes demandes de Charlotte pour un duel, Dal dit qu'il aurait besoin d'une raison pour cela. La fille expliqua qu'elle avait entendu beaucoup de rumeurs sur lui, un mage incroyable qui avait tué plus de 1000 orques et même sauvé un chevalier. C'était exactement le genre de renommée que Dal pensait apporter des conséquences. Pour Charlotte, vaincre quelqu'un d'aussi respecté prouverait sa propre valeur. Et plus encore, cela montrerait à sa famille qu'elle était capable de les protéger contre cet homme, le maître du sabre, comte Brandembur. Entendre ce nom fit courir un frisson dans le corps de Dal. Il connaissait ce visage trop bien. Il ne l'avait jamais oublié, car c'était encore une des misérables de l'Empire qu'il avait trahi par le passé. Pendant un instant, Dal réalisa que leurs objectifs n'étaient pas si différents. Peut-être qu'ils pourraient être alliés. Mais d'abord, il avait besoin de lui montrer comment fonctionnait vraiment le monde. Il se détourna, marcha vers une barrique pleine d'épées et en prit une. Il remarqua qu'elle ne comprenait toujours rien. Puis il pointa la lame sur la blonde et lui dit de venir à lui avec tout ce qu'elle avait. Les yeux brûlants de rage, Charlotte répondit qu'il n'avait même pas besoin de le dire, et elle chargea comme un éclair. Les épées se heurtèrent avec un grand fracas. Charlotte était bonne. Elle réussit à rompre la garde de Dal quelquefois, frappant avec une quantité considérable d'aura. Tout comme les mages manipulent du mana par le biais de cercles magiques, les chevaliers transcendent leurs limites en accumulant de l'aura dans leur propre corps. Chaque coup qu'elle portait ce poids derrière lui. Malgré tout, Dal se défendit avec aisance, à peine montrant d'effort. Avec chaque esquive, elle contre-attaquait immédiatement. La lignée de la fille ne mentait pas. Son habileté était bien au-delà de ce qu'il avait anticipé. Le duel se prolongeait et le son constant en musique des épées qui s'entrechoquaient résonnait dans l'air. C'est alors que Dal remarqua quelque chose. Charlotte combattait en portant un fardeau. Son père était mort avant qu'elle ne. Même née, mais sa mère avait toujours raconté des histoires à son sujet, un porteur de l'épée divine, quelqu'un qui ne reculait jamais. Même après la chute de leur patrie et la ruine de leur famille, Charlotte croyait qu'elle devait prendre ce rôle, protéger ses proches avec l'épée en lieu et place du père qu'elle n'avait jamais connu. Mais elle ne pouvait pas comprendre pourquoi elle ne parvenait pas à surmonter cet enfant. Avec tout ce qu'elle avait, elle chargea encore une fois. L'épée visait droit au ventre de Dal. Il esquiva avec un mouvement rapide et dans le même musique l'instant riposta, la repoussant en arrière. Charlotte était perdue. Elle ne pouvait pas l'accepter. Comment était-ce possible que la fille de l'épée divine ne puisse pas gagner? Dal dit que le problème était simple. Elle n'était pas encore l'épée divine. Que c'était naturel d'être fière de son père, mais qu'à présent elle ne pourrait jamais protéger sa famille contre cet homme parce qu'il était bien plus fort. Désespérée, Charlotte commença à pleurer. Avec une voix tremblante, elle demanda ce qu'elle devait faire. Dal se retourna et fit un serment. Il jura au nom de sa famille qu'il deviendrait le gardien de la maison Oralard. Les yeux de Charlotte s'écarquillèrent de surprise. Il continua en disant que jusqu'au jour où elle serait assez forte pour le vaincre, lui et sa famille seraient son bouclier. Stupéfaite, elle demanda pourquoi. Dal répondit simplement qu'il le faisait parce qu'elle valait la peine. Puis il demanda si la blonde était prête à jurer qu'à l'avenir, elle deviendrait partie de sa famille et l'épée de la maison Saxon. Avec un sourire mouillé de larmes, Charlotte dit qu'il n'y avait pas moyen pour elle de refuser une offre pareille. Elle s'agenouilla devant lui et avec le honneur d'un chevalier fit son serment. Cela semblait ne rien être d'autre qu'une promesse entre enfants, mais ce moment c'est là quelque chose qui porterait un grand poids à l'avenir. Deux jeunes prodiges venaient de former une alliance puissante. Plus tard dans le bureau du duc Saxon, Dal parla avec son père. Alan expliqua que comme demandé, Lady Oralard était maintenant partie du duché en tant que servante. Il mentionna qu'il s'agissait d'une surprise, mais qu'en apprenant que Charlotte avait accepté, il réalisa que cela avait quelque chose à voir avec son fils. Dal confirma et expliqua qu'ils avaient fait un serment. Qu'il avait juré au nom de la famille de protéger la maison Oralard. Le duc demanda avec suspicion si cela avait été fait uniquement par pitié. Dal le démentit. Il dit avoir vu un talent extraordinaire chez elle ainsi que l'ascendance de l'épée divine et révéla à musique son véritable objectif en faisant ce serment. Un jour, d'avoir une nouvelle épée divine se lever à côté de sa famille. Le duc ferma les yeux, satisfait. Dal sourit, sentant qu'il avait l'approbation de son père. En même temps, dans la vieille capitale de Teutonia, Malborac, un verre de vin explosa par terre. Le comte Brandembur se tenait là furieux, demandant comment ils avaient osé échouer, comment ils pouvaient avoir été dupés comme cela. Un soldat expliqua que des assassins avaient été envoyés, mais tués avant d'atteindre Saxon. La suspicion était tombée sur Charlotte Orleard. Le comte ferma les yeux, son irritation grandissant. Il murmura que chacun d'eux était inutile, et jeté, musique et jeté, sans exception. Il se dirigea vers l'épée accrochée au mur et passa la main sur la lame.
Soudain, il se rappela un moment sur le champ de bataille depuis quelque temps. Faisant glisser ses doigts im-bastard im-bastard limbure. Acier, il murmura à l'épée, Durandal, lui demandant ce qu'elle en pensait. Pour lui, ce n'était pas seulement une arme, c'était comme une épouse, et il la suppliait d'attendre un peu plus longtemps, car il apporterait au monde la lignée parfaite pour la manier à nouveau. Il reporta son regard sur le soldat et donna une nouvelle ordre, de contacter la guilde des voleurs et de les envoyer immédiatement dans le duché. Avec un sourire malicieux, il fit savoir qu'il paierait n'importe quel prix. Il voulait Charlotte en arrière, coûte que coûte. Une semaine s'était écoulée depuis le serment des enfants. Pendant cette période, Charlotte a subi une formation rigoureuse pour devenir demoiselle d'honneur. Les duels avec Dal sont devenus partie intégrante de la routine, toujours sous la supervision d'oncle Helmut. Dal prend sa position avec un sourire confiant, prêt à commencer. Charlotte se prépare aussi, bien que légèrement tendue. Helmut ferme les yeux un moment et donne le signal. Les épées se rencontrent presque instantanément. Dal garde l'avantage, esquivant chaque attaque avec facilité, mais Charlotte ne se laisse pas faire, et le garçon remarque à quel point elle a progressé. Elle peut déjà bloquer ses coups maintenant. Helmut observe les deux d'un œil fier. De près, ce n'est plus un duel entre enfants. Le niveau est celui de vrais chevaliers. Même musique ainsi, quelque chose le trouble, une intense intention meurtrière et une vitesse impressionnante venant des deux. Lors du combat, Dal utilise son manteau pour essayer de bloquer une attaque. Charlotte repère l'ouverture et se déplace rapidement, mettant en place un coup décisif, mais Helmut intervient et le coup est interrompu. Il loue sa progression. Charlotte n'a pas d'intérêt pour les compliments. Elle lui demande de garder ses paroles vides et demande ce qu'elle manque encore. Helmut la regarde et lui demande si elle connaît le véritable principe derrière l'utilisation d'une rapière. La fille répond que c'est le coup de pointe. Musique il ne convient pas. Le plus important est la démarche, le mouvement et la positionnement. Dal démontre cela en pratique, musique réduit la distance, esquive chaque coup de pointe avec précision. À ce moment-là, Charlotte aurait déjà dû reculer, créer de l'espace, chercher une autre ouverture. Sa posture et sa démarche sont encore inégales, maladroites. Puisqu'elle n'a jamais eu un véritable enseignant, les bases doivent être reconstruites depuis le début. La critique atteint Charlotte. Ayant remarqué cela, Dal lui ébouriffe les cheveux et dit qu'il la taquinait juste. Elle est mignonne après tout. Le moral s'allège un peu. Construire un cercle de mana est un processus lent et complexe. Il faut sentir le flux du mana autour du cœur et attendre que forme une racine stable. Cela peut prendre des décennies. Musique Sephia demande à Dal s'il a déjà complété le deuxième cercle. Le garçon confirme qu'il l'a fait. La vitesse de rotation du mana est mesurée en tours par minute. Les mages du premier cercle atteignent généralement environ 300 tours par minute. Dal est bien au-dessus, ce qui signifie qu'il a déjà tout ce qu'il faut pour atteindre le troisième cercle. Même ainsi, il décide de se concentrer à affiner ce qu'il possède déjà. Il commence à travailler sur la balle de glace, renforçant les liaisons moléculaires pour augmenter le poids et la dureté du projectile. Il vise un tronc d'arbre, concentre autant qu'il peut et tire. Le projectile file et perce la cible sans problème. Dal regarde le résultat et se demande si créer des balles capables de percer l'armure était toujours aussi facile. Sephia sourit, fière. C'était attendu. Le garçon apprend trop vite. Dal attribue tout à son enseignant et dit qu'il sera toujours reconnaissant envers elle. Du sauvetage du chevalier à tout ce qui concerne Charlotte, chaque situation ne fait qu'approfondir la confiance que place l'elfe en lui. Pour Sephia, le talent du garçon est si grand, il est presque effrayant. Mais cet apprenti est une source de fierté, et elle le serre dans une étreinte serrée, un geste tellement chaleureux qu'il laisse le garçon complètement déconcerté. Au coucher du soleil, dans le jardin central du château, Dal réfléchit encore à ce moment avec Sephia. Peut-être la voit-elle toujours comme un enfant. Il décide de ne pas y penser davantage. Le focus maintenant est sur l'entraînement. Concentré, il élève un mur de glace. Il tend les mains et canalise son énergie dessus. Cette fois-ci, il crée une variation, une balle de glace en forme de cartouche comme un tir répandu. Plusieurs projectiles petits sont lancés en même temps, frappant le barrage avec précision. Certains ricochent, et Dal élève une défense autour de lui presque au même instant. Regardant le résultat, il commence à penser au prochain pas, peut-être ajouter une propriété de fragmentation. Une voix l'interrompt. C'est Charlotte, qui approche surprise de le trouver en train d'entraîner là. Elle mentionne qu'elle pratiquait les mouvements de pied que Helmut lui a enseignés. Dal commente que cela semble comme si elle aimait apprendre. La fille confirme avec un sourire, puis un peu maladroitement commence musique à s'excuser. Elle avoue qu'elle était égoïste et impolie envers lui. Lorsqu'elle l'appelle par son nom, elle se corrige rapidement pour jeune maître. Dal ferme les yeux pendant un moment et convient. Elle avait vraiment été impolie, et plus que cela, mais il sourit immédiatement après et dit que c'est bien. Il fera une exception spéciale et la pardonnera. Charlotte demande en surprise s'il est sérieux. Il confirme et lui dit de ne pas être si formel. Les deux se reposent contre un arbre et parlent pendant un moment. Charlotte mentionne qu'elle aime l'air frais là-bas. Même lorsqu'elle entraîne la nuit, la température baisse rapidement et tout semble plus frais. Dal convient et regarde la fille souriant. Il remarque qu'il y a quelqu'un ici qui partage des goûts similaires aux siens. Pendant un moment, il sent son cœur se réchauffer.
Les deux sont observés de loin par une fenêtre. Elena sourit en disant à son mari que leur fils est déjà entré dans la phase du flirt. L'homme demande si elle pense qu'ils forment un bon couple. Elle répond que seul le temps le dira. Elena dit que le devoir d'une mère est d'aider son fils à être honnête avec ses propres sentiments. Plus tard, aux confins du duché, Elena parle avec un vendeur de pain et demande au vieil homme de prendre soin de sa santé. Le quartier pauvre de la ville est envahi de mendiants et de sans-abri, et c'est là que la duchesse effectue son travail humanitaire, distribuant des aliments et des fournitures de base. Cette année-là, Charlotte et Dal ont commencé à l'accompagner. Tandis qu'il marchait dans le quartier, un petit garçon dépenaillé s'approcha de Charlotte en pleurant, demandant de l'aide. Sa mère était en danger. Dal devint suspicieux. Le garçon avait demandé de l'aide à Charlotte au lieu d'un adulte et le groupe se déplaçait loin de leur escorte. En inspectant les toits, il aperçut une silhouette voilée. Il conclut que le suspect faisait partie d'un groupe de voleurs, probablement envoyé par Saxon, et que Charlotte était la cible. Le petit garçon leur demanda d'attendre là et promit qu'il reviendrait bientôt avec sa mère. Mais ce qui est apparu à la place furent des hommes armés de couteaux. L'un d'eux, le leader, dit qu'il n'avait pas prévu trouver quelqu'un d'aussi noble dans un endroit aussi dangereux. Il a déclaré que leur intérêt était pour la servante à côté du garçon et que le jeune maître devrait s'en tenir à l'écart. Il a brandi son couteau et a prévenu Dal qu'il pourrait se faire blesser s'il agissait sur un coup de tête. Dal a souri et a déclaré qu'il avait juré de protéger son ami, musique surtout des dangers comme celui-ci. Le bandit Harry a remarqué que la chevalerie d'un jeune noble était vraiment admirable, mais qu'il serait mieux de lire la situation plus attentivement. Les autres hommes ont commencé à bouger. Le leader a dit que Dal devait apprendre à connaître la rudesse du monde réel. Charlotte l'a prévenu, inquiète, qu'elle avait laissé son épée au château. Dal a répondu calmement qu'il n'y avait aucune raison de craindre. C'était la meilleure occasion de tester sa nouvelle capacité, le manteau d'ombre. Alors que les bandits se rapprochaient, Dal tenait bon. Une aura violette commençait à émaner de son corps, formant un vent étrange qui rendait les ennemis mal à l'aise. Le leader a crié pour que tout le monde s'écarte. Il avait reconnu le danger avant les autres. L'aura s'est intensifiée et a repoussé les hommes. Cependant, l'un d'eux a été complètement englouti par l'énergie. Le manteau d'ombre a implanté une créature de l'ombre dans le corps du bandit comme un parasite, le transformant en soldat mort-vivant capable d'agir seul. Le leader était stupéfait. Le hanchement possédé s'est transformé en une créature monstrueuse avec des griffes poussant partout sur son corps. Il a commencé à répéter en boucle qu'il avait faim, si affamé. Désespéré, le leader a ordonné aux autres d'attaquer et de détruire la créature. L'homme aux cheveux verts a déclaré qu'il ne se souciait plus de l'identité du garçon. Toute erreur là-bas pourrait signifier la fin pour tous. Les bandits ont attaqué Dal. L'homme aux cheveux verts s'est déplacé à grande vitesse autour du protagoniste, lançant plusieurs couteaux. Dal se défendait avec facilité, protégé par l'aura noire. Sans hésiter, le bandit a opté pour une attaque directe, fonçant vers le garçon. Dal était déjà prêt. Il a tiré un projectile dévastateur avec sa compétence à double canon 12 au gauche. L'impact a touché l'ennemi en pleine face et l'a envoyé valdinguer dans les airs. Charlotte regardait tout cela, incapable de cacher sa surprise. En même temps, les morts vivants créés par Dal continuaient d'éliminer les derniers hanchements. Le leader, grièvement blessé, a dit que ce n'était pas fini et s'est rué sur le protagoniste. Il a fini par être frappé par un cercle magique que Dal avait déjà préparé. Les morts-vivants continuaient de répéter qu'ils avaient faim, si affamés, alors qu'ils abattaient les derniers bandits. Après la bataille, Dal est allé vers Charlotte et lui a demandé si elle allait bien. Le seul survivant regardait la scène, qui ressemblait à quelque chose d'un film d'horreur, et s'est mis à crier désespérément. Avant qu'il ne puisse s'enfuir, Dal a tiré une balle de glace qui l'a touché à la jambe. Puis il a levé le sortilège et a mis fin aux morts-vivants, qui continuaient de se tordre. Le voleur acculé a supplié pour sa vie, promettant de tout révéler qu'il savait. Il insistait à dire qu'il révélerait toute information demandée, mais avant qu'il ne puisse dire un autre mot, une balle l'a frappé au front. Dal a dit froidement qu'il n'avait pas intérêt à entendre quoi que ce soit. Le bandit est tombé mort par terre. Charlotte regardait autour d'elle, encore secouée par tout ce qui s'était passé. Dal expliquait que ceci était le vrai visage du duché de Saxonie, quelque chose que beaucoup craignaient, mais aussi la puissance qui serait capable de la protéger. Puis il demanda avec un regard inquiet ce qu'elle pensait de tout cela, s'il était effrayé. Charlotte ferma les yeux pendant un moment avant de répondre qu'elle allait bien. Après tout, son amie avait combattu pour la protéger. Elle dit qu'après le serment fait la veille, elle avait également fait une promesse à elle-même que sa famille deviendrait le bouclier qui la protégerait, et qu'à l'avenir, elle entendait rembourser cette gentillesse en devenant un épée brandie pour son bien. Avec un sourire impatient, elle remercia Dal d'avoir montré cela à son avenir et promit qu'elle deviendrait plus forte. La réaction laissa le garçon visiblement surpris. Il se perdit dans ses propres pensées, essayant de comprendre pourquoi il ressentait un tel besoin impérieux de protéger Charlotte. Une partie semblait venir du remords qu'il portait pour Lord Babel, mais en tendant la main vers elle, il réalisa que si Charlotte souhaitait vraiment devenir son musique l'épée, cela portait un sens beaucoup plus grand qu'il n'avait imaginé. Les deux enfants joignirent leurs mains, marquant le début d'un lien qui ne pourrait jamais être rompu. Dans le territoire du comte Brandembur, l'homme resta immobile devant son bureau, transpirant, sa main tremblante. Dans ses mains était une lettre.
L'expéditeur reconnaissait que le voyage serait difficile, mais invitait quand même à venir au château du duc de Saxon et Musique demandait qu'il prenne en considération la sincérité de l'invitation, qu'il ne refuse pas. C'était un ordre direct du duc noir qui le tenait responsable de l'incident, une situation qui ne laissait aucune alternative, même pour quelqu'un connu comme le Saint Épée. Musique. Quelques jours plus tard, Brandemburg se tint devant le duc à l'intérieur du château de Saxon. Alan remarqua que le voyage avait dû être difficile, dit qu'il n'aurait pas pensé qu'il arriverait si vite, et s'excusa si la réception ne correspondait pas aux standards. Visiblement tendu, Brandemburg posa une main sur son cœur et répondit que rien ne pouvait être plus urgent qu'un appel de sa grâce. Son regard se déplaça alors vers les deux enfants tandis que des pensées sombres traversaient son esprit. Il mentionna qu'il y avait une grande inquiétude dans l'Empire concernant le récent désordre dans le territoire. Un enlèvement en plein jour était le genre de chose qui attirait l'attention. Il dit qu'il pouvait imaginer pourquoi il avait été convoqué, mais se demanda comment quelqu'un comme lui, connu comme l'épée fidèle de l'empereur, pourrait être impliqué dans quelque chose d'aussi répugnant. Avant qu'il ne puisse continuer, Alan libéra une aura violette en sa direction. Musique. L'énergie générait un vent puissant qui laissa les hommes de Brandemburg complètement désorientés. En quelques instants, les soldats commencèrent à se dissoudre, submergés par le désespoir de ce qui se passait. Brandemburg regarda en état de choc comme son ordre de chevalier saint était détruit sans même réussir à combattre. Tournant son regard vers le duc, il demanda quel genre de magie cela était. Magie sombre de haut niveau, la tempête nihile. D'une voix ferme, Alan déclara que si Brandemburg posait jamais une main sur les enfants encore une fois, le duché exterminerait chaque membre de sa famille. Il exigea que ce message soit brûlé profondément dans son esprit et ne soit jamais oublié. Puis il changea son ton et dit, l'homme doit être fatigué du long voyage, l'invitant à se sentir chez lui. Secoué, Brandemburg remercia sa grâce pour sa générosité, mais il déclara qu'en raison de certaines circonstances, il serait difficile de rester dans le territoire plus longtemps. Il tourna pour partir. Alan dit qu'il espérait. Le retour du voyage serait en sécurité. Le comte de Brandebourg était l'un des plus fidèles partisans de l'empereur, et il venait juste de voir quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait devenir la bombe capable de secouer les fondations de l'Empire. Au début, ce serait rien de plus qu'une petite étincelle, mais cette étincelle se transformerait rapidement en feu, et à la fin, trancher la tête du Saint Épée serait un rôle destiné au protagoniste. Avec le temps, des rumeurs commencèrent à circuler que le Saint Épée avait fléchi devant le duc noir. Alan souleva un linge, révélant quelque chose qui laissa sa fille complètement abasourdie. Devant elle se trouvaient les corps des membres de la guilde, les mêmes bandits qui avaient attaqué Dal ce jour-là. L'enseignante prit un moment pour réaliser que c'était son propre élève qui les avait mis dans cet état. Les corps étaient mutilés, manquaient d'organes, écrabouillés et criblés de trous. Pour la première fois, sa fille commença à se demander si sa manière d'enseigner était vraiment juste. Alan, cependant, déclara qu'elle était indispensable pour guider le talent de Dal sur le bon chemin. Pour cette raison, il lui offrait le poste de conseillère en chef. L'elfe baissa la tête, troublée, comprenant profondément le véritable sens de cette invitation. Elle était appelée à devenir partie intégrante de la famille Saxon, pas simplement une préceptrice. Même avec la présence du père de Dal, guider lui ne serait pas une tâche que quelqu'un pourrait accomplir seul. Avec un elfe puissant à ses côtés, tout serait différent. D'une voix ferme, Safia accepta. Elle dit qu'elle comprenait la situation, et qu'ayant connu cet enfant, elle était certaine que ce serait la mission la plus difficile qu'elle avait jamais prise en charge. Le temps passa, et bientôt l'anniversaire de 10 ans de Dal arriva. Cette fois, des membres de la faction de l'empereur assistèrent également au banquet. Parmi eux, le plus notable invité était quelqu'un de spécial, le célèbre marquis Uli, un homme aux cheveux rouges et à sourire doux. Il s'approcha avec une expression amicale et dit qu'il avait plaisir de rencontrer le jeune maître Dal. Même avant que Ulysse ne se présente lui-même, les invités étaient déjà impressionnés par l'abondance du banquet. Certains commentaient qu'il était difficile de croire qu'ils étaient au cœur du Nord devant une telle table généreuse. Un noble avoua même qu'il se sentait ridicule d'avoir inquiété pour la distance du duché par rapport à l'Empire. Les nobles de la capitale impériale représentaient la plus grande force sous le nom de l'empereur, et leur présence là n'était pas une coïncidence. C'était un message clair de la famille impériale. Il ne resterait pas inactif face à ce qu'il considérait comme une insulte au Saint Épée. Et l'homme qui incarnait le mieux ce message avait déjà approché Dal avec un sourire amical et un salut calculé. Ulysse était le chef de la Tour Rouge des Magies, un groupe qui poursuivait le feu, la fureur et l'ordre par le pouvoir brut. Les mages de cette tour croyaient que la force définissait tout, et ils n'hésitaient pas à devenir des instruments d'ambition plus grande. Dal avait déjà passé par leurs mains plus d'une fois. Ulysse remarqua qu'il avait entendu parler du talent inégalable du garçon, et que les rumeurs selon lesquelles il avait anéanti une entière ordre d'orques pour protéger un chevalier de la famille à seulement 9 ans étaient incroyables. Il dit que c'était exactement ce qu'on pouvait attendre du fils d'un tel grand duc puissant. Dal fit un salut poli et le remercia, souhaitant au marquis un agréable séjour. Plus tard, en marchant seul dans les couloirs, Dal pensa qu'il recevoir ce genre de louanges. Tous les ans étaient toujours épuisants. S'il avait le choix, il serait en train de s'entraîner avec Charlotte maintenant. Mais officiellement, la fille n'était qu'une des assistantes de sa mère. Ce serait bien trop dangereux si quelqu'un découvrait que la fille du dieu de l'épée pratiquait l'escrime. Musique, il était encore plongé dans ses propres pensées quand il entendit un cri désespéré. Une voix rauque ordonnait à une fille de se taire, la traitant de servante misérable. Dal courut vers le son.
Une jeune femme était par terre, suppliant et disant qu'elle n'était qu'une servante de la maison Saxon. Debout au-dessus d'elle, un homme trapu aux cheveux rouges la regardait avec mépris, déclarant que seule une servante n'avait pas le droit de mentionner le nom du duché. Avec la célébration du jour anniversaire du jeune seigneur, tout le monde était occupé à s'amuser, et lui avait l'intention de s'amuser à sa manière. Coinçant la fille, il ordonna qu'elle fasse ce qu'il disait. Dal intervint immédiatement, demandant de quoi il retournait. L'homme reconnut le jeune maître et essaya d'expliquer de manière confuse, mais Dal insistait. L'homme demanda alors avec un sourire dégoûtant si le garçon avait déjà été avec une femme avant. Il dit qu'il lui-même, Petro, pouvait le lui enseigner personnellement et que le garçon en profiterait. Dal n'avait pas de patience pour cela. Il commença à rassembler un cercle magique dans la paume de sa main et déclara qu'il allait sauver la servante. Petro croyait qu'en une société si rigide dans ses hiérarchies, le garçon n'aurait jamais le courage d'attaquer quelqu'un lié à l'Empire. Il se trompait. Musique, un projectile de glace extrêmement tranchant effleura le visage de l'homme. Pris au dépourvu, Petro tomba par terre, réalisant combien il avait été près de mourir. Dal ne recula pas. Il savait très bien que lever la main contre quelqu'un lié à l'Empire aurait des conséquences sérieuses, et il s'en fichait. Avec son visage blessé, Petro demanda ce que cela signifiait. Dal éleva la voix et ordonna à l'homme de se mettre à genoux et d'excuser Misève. Elle appartenait à la maison Saxon comme elle-même l'avait dit. Petro répondit qu'il était là en tant que représentant de l'empereur et que défendre l'honneur d'une simple servante en insultant un représentant impérial était inexcusable. Dal rétorqua immédiatement si c'était la coutume de l'empereur d'importuner les servantes des autres. Bégayant de colère, Petro pointa le doigt vers le garçon. Avant que la situation ne s'envenime, d'autres arrivèrent sur place. Ignorant leur présence, Dal déclara que c'était la dernière fois qu'il demanderait à l'homme de se mettre à genoux. Julie regarda la scène avec un sourire étrange et fit remarquer au duc que c'était une véritable spectacle intéressant. Alan intervint, exigeant savoir quel genre de problème était en cours. Dal expliqua que l'homme avait essayé d'importuner une servante de la famille. Le duc demanda si quelque chose d'aussi trivial justifiait de traiter leur Petro avec un tel mépris. Petro tenta de se lever, mais Dal le coupa. Il ne lui avait pas donné permission de se relever. Le garçon déclara alors que les nobles venus de la capitale impériale portaient la responsabilité d'agir au nom de l'empereur. Ce homme avait sali le musique ce nom en importunant une servante, et il ne le tolérerait pas. Ulrich intervint, louant l'intelligence du jeune maître. Il dit que ces paroles étaient irréprochables et qu'une personne agissant au nom de l'empereur ne devrait jamais commettre un acte aussi honteux. Il a parlé, il a rassemblé de la magie dans le creux de sa main et murmura un seul mot, Tolara. Puis il regarda Petro et déclara que ce ver méritait de mourir. Désespéré, Petro essaya de fuir avec toute la vitesse qu'il avait. Musique, c'était inutile. Les flammes avaient déjà commencé à consumer son corps. Une explosion de feu le frappa de front, apportant une douleur intense et insupportable. Alors que Petro était complètement incinéré, Ulrich déclara qu'il lui revenait de punir quiconque osait offenser la famille impériale, puis remarqua que ses attentes pour l'avenir du jeune maître Dal étaient très élevées. Dal entendit et comprit musique que ce n'avait peut-être pas été un compliment. Après tout ce tumulte, les hommes de l'empereur quittent le château et la paix revient au lieu. Plus tard, une servante réveille le jeune maître Dal. Elle s'approche et lui fait savoir qu'il est temps de se lever. Dal la remercie, mais remarque une tristesse silencieuse sur son visage. Musique, il demande si elle a quelque chose d'autre à dire. Elle hésite un moment avant de répondre que c'est un honneur de le servir. Dal trouve étrange qu'elle ait mis tant de temps pour dire quelque chose d'aussi simple, mais comprend qu'il devra s'habituer à ce genre de situation. Musique, il la remercie en retour et dit que ce n'est rien de spécial. Même ainsi, il est pleinement conscient de qui il est, le fils aîné du duché de Saxon, et il est déterminé à utiliser toutes les ressources à sa disposition pour renverser l'Empire. À un autre moment, Alan appelle son fils pour une discussion. Il dit qu'il l'a toujours vu comme un enfant brillant, mais que son comportement récent a été un peu étrange. Dal, prudent, demande ce que son père veut dire. Il expose alors sa raison. Si le héros d'un autre monde n'était pas mort dans la bataille contre leur épée divine Barthel, le prochain objectif aurait sans aucun doute été, sans aucun doute, le territoire du duché de Saxon-Musique. Alan trouve cette affirmation audacieuse et demande d'où vient toute cette certitude. Au fond, Dal sait qu'il ne peut pas révéler la vérité, que dans une vie antérieure il connaissait déjà les plans de l'Empire contre la maison Saxon, et que le pouvoir du héros a été jeté par peur qu'il devienne incontrôlable. Alors, il présente une justification sur laquelle il peut se baser. L'année précédente, quand le héros avait vaincu le roi démon, l'Empire n'avait pas éradiqué les ténèbres de ce territoire. Au lieu de cela, il avait ordonné que la terre soit cultivée comme domaine impérial et forcé la maison Saxon à dépenser ses propres ressources. Il avait confié au duc la responsabilité sur ce territoire, et tant que les ténèbres persisteraient, les ressources de la famille continueraient d'être drainées. De plus, tant les gens de l'Empire que ceux du Nord commencèrent à appeler la famille la maison des ténèbres. Tout comme le héros avait été jeté, la logique suivante de l'Empire serait d'éliminer une menace interne. Alan demande comment son fils sait que le héros a été jeté. Dal répond que c'est par déduction, basée sur diverses archives qu'il a lues. Officiellement, il était dit que le héros est mort honorablement face à Lord Barthel, mais la vraie histoire est connue de très peu de personnes, et cela impressionne le duc. Dal conclut que si sa théorie est correcte, la justice de l'Empire n'est rien d'autre qu'une oppression et une violence contre les territoires plus faibles. Alan reconnaît que son fils porte une sagesse bien au-delà de son âge.
Il demande alors quel chemin Dal pense que la maison Saxon devrait suivre. Dal répond sans hésitation. Il n'y a aucune possibilité d'existence commune avec l'Empire. Le destin de la famille dépend de sa destruction. Alan est laissé sans une réaction pendant un moment. Il ne réussit qu'à dire le nom de son fils avant de demander, avec une expression sérieuse, si Dal comprend vraiment le poids de ce qu'il dit. Dal explique qu'il ne propose pas de rassembler une armée et de lancer une rébellion immédiate. C'est un plan pour environ 10 ans plus tard. Il y a déjà des forces à travers le continent cherchant l'indépendance. Des leaders, comme le duc de Saxon, ont été trahis par l'Empire. L'économie est en déclin, le nombre de bandits augmente et même avec le continent uni, les conséquences de la guerre empirent toujours. Jusqu'à ce moment-là, la maison Saxon doit se renforcer suffisamment pour se protéger et soutenir des mouvements de résistance dans d'autres régions. Dal expose tout le plan, parlant jusqu'au coucher du soleil à l'horizon. Lorsqu'il termine, il demande musique ce que son père pense. Un sourire apparaît sur le visage du duc, qui se transforme bientôt en rire. Alan dit que le talent de son fils est vraiment incomparable, que le garçon voit bien au-delà de ce que le duc lui-même peut voir. Il déclare qu'il se sent honoré d'avoir un tel fils et qu'à partir de maintenant, Dal n'est plus vu simplement comme l'aîné ou comme un enfant de 10 ans. Il doit être traité avec le respect dû au futur leader de la maison Saxon. Alan dit qu'il l'écoutera et le respectera en tant que père, et demande, sans cérémonie supplémentaire, quelle décision Dal prendrait pour la famille. Pendant cette ouverture, Dal demande la permission de participer à l'épreuve du donjon dans Nécropolis. L'épreuve consiste en des duels qui déterminent la hiérarchie parmi les mages face aux gardiens du donjon. Ceux qui battent des gardiens de haut niveau gagnent le droit de devenir des anciens. Ceux qui atteignent le sommet reçoivent le titre de maître. Alan fronce les sourcils. Il prévient que le défi est extrêmement dangereux et qu'il craint pour la vie de son fils. De plus, c'est encore trop tôt. Dal n'a même pas atteint le 3e cercle. Le garçon rétorque en disant qu'il y arrivera bientôt. Le duc souligne que normalement, le 3e cercle est seulement atteint après l'âge de 20 ans et que même pour quelqu'un déjà au 2e cercle, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Dal soutient en musique son regard. Il dit que c'est la meilleure voie pour son père et pour la maison Saxon. En prouvant sa valeur au donjon, le positionnement du duc sera renforcé en ayant un héritier reconnu, une véritable réputation, pas celle bâtie sur des rumeurs exagérées. Alan demande si c'est la principale raison. Dal confirme que oui. Le duc esquisse un sourire et dit qu'il comprend. Dal promet de prouver sa valeur. Quelques jours plus tard, le décor change pour la ville des morts, Nécropolis. 3 figures approchent une immense porte alors qu'une calèche arrive. Une personne sort du véhicule, remarquant qu'ils ont enfin atteint leur destination. Ce présent s'incline immédiatement, saluant le grand-duc noir. Dal laisse échapper un bâillement, encore un peu fatigué par le voyage. Remarquant la révérence exagérée, il réalise qu'une fois de plus ils vont trop loin dans leur traitement formel envers lui. Dès que le père et le fils arrivent à l'emplacement, les personnes présentes commencent à murmurer entre elles. Ils disent que le jeune homme est un prodige de la magie, mais qu'il a l'air fatigué. Une autre personne mentionne que son art du sabre est au niveau des chevaliers du duc. Un jeune homme blond nommé Vélix se manifeste et déclare être le meilleur diplômé de l'académie, et donc le seul qui mérite de gagner l'épreuve du donjon. Une jeune femme s'approche et se courbe, offrant ses respects au lord de la tour. Son nom est Eri. Le duc remarque que cela fait un moment qu'il ne l'a pas vue. Eri est une aînée de la tour et sert en tant que secrétaire général, supervisant tout pendant l'absence du Black Duc. Musique Allen lui informe qu'en cours d'essai, elle sera responsable d'assister Dal. Le jeune homme se présente à elle poliment, et Eri demande à son lord de la suivre. L'aîné explique que les 59 diplômés de l'académie sont déjà en attente. Quand la porte s'ouvre, les deux prennent en compte le spectacle, un grand groupe de concurrents rassemblés est prêt. Eri monte à une position élevée, saluant tout le monde, et se présente. Elle explique ensuite les règles du premier étage de la tour de magie noire. Chaque participant doit vérifier le collier des points de vie autour de son propre cou. L'essai fonctionne comme un battle royal. Chaque collier a un bouclier protecteur et un seul point de vie. Utilisez les cadavres dispersés sur le champ pour frapper un adversaire active le bouclier de cet adversaire et détruit leur point de vie, les éliminant. Atteindre une touche valide rapporte un point supplémentaire. Arriver à 3 points garantit la progression au niveau suivant. L'utilisation d'artefacts est interdite et entraîne une disqualification immédiate. Dal prend tout cela en compte et conclut que les règles ont été conçues pour éliminer les plus faibles le plus rapidement possible. En même temps, quelqu'un à proximité commente que le jeune lord a déjà atteint le 3e cercle malgré son âge. Vélic répond que c'est précisément pourquoi ils vont le prendre en premier. L'un des participants demande si attaquer le jeune lord est autorisé. Le blond sourit et dit qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Dès que chacun est entré, tous sont devenus concurrents sur un pied d'égalité. Le signal pour commencer l'essai est donné, et à la surprise de tous les participants pointent leur cercle magique vers Dal en même temps. L'un des hommes canalise de l'énergie dans son bras, forme une sphère violette, et la jette au sol, invoquant un mort-vivant. D'autres font de même. Des créatures démoniaques émergent, des sorts sont lancés, et plusieurs monstres avancent vers le jeune homme armé et prêt. Un zombie brandissant un machette se rapproche rapidement et frappe. Dal bloque avec un bouclier, mais ce n'est pas le bouclier qui a bloqué l'attaque suivante. C'était un autre mort-vivant qui est apparu de nulle part et a intercepté le coup avec ses propres griffes. Personne ne s'est rendu compte de cet invoquement.
En manipulant la magie noire, Dal avait également lancé une magie d'eau sans que personne ne le remarque. La créature invoquée par Dal charge en avant et détruit l'un des morts vivants adverses. Celui qui l'a invoqué est irrité, incapable de comprendre comment quelqu'un ose détruire sa création. Le monstre de Dal bloque chaque attaque dirigée contre lui, et il est également recouvert d'une armure en glace créée par le même invocateur, le rendant encore plus résistant. Velik avance et questionne si l'utilisation de la magie d'eau viole les règles. Il argumente que seule la magie noire, comme l'invoquer ou renforcer des pions morts-vivants, devrait être autorisée. Dal se tourne vers Eri et demande s'il y a une interdiction explicite musique d'utiliser d'autres types de magie. L'essai continue sans interruption. Suffisant. Privé d'autre choix, Velik ordonne à ses alliés de contenir les morts-vivants tandis qu'il va après Dal directement. Après tout, il croit que l'avantage numérique sera suffisant contre un seul adversaire. Musique Dal passe rapidement en revue les règles dans sa tête. Les artefacts sont interdits. Il doit travailler avec ce qu'il a. Un plan prend forme. Musique. Risqué, mais faisable. Le jeune homme traverse le champ ennemi, se faufilant entre les créatures. Lorsqu'il atteint un zombie armé d'un couteau, il s'approche dangereusement près. Pendant un instant, cela semble comme s'il allait être touché, mais il attrape la lame avec une main et avec l'autre canalise de la magie directement dans son poing. Musique arrache l'arme du zombie et le frappe d'un coup de poing chargé d'énergie. Il regarde le couteau dans sa main pendant un instant, puis il commence à l'utiliser. Velik et un autre participant sont stupéfaits de voir un mort-vivant abattu si facilement. Il conclut que la lame n'est pas une arme ordinaire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dal a réorganisé les os internes pour augmenter la durabilité de la lame. Le combat continue. Dal traverse le champ comme un éclair, abattant des adversaires les uns après les autres avec des coups rapides et précis. Velik regarde, bouche bée, alors même que ses soldats invoqués tombent les uns après les autres. Pour lui, il n'a aucun sens qu'un mage soit aussi habile avec un sabre. Avec les soldats hors de combat, Dal se rapproche de Velik. Le blond réalise qu'il n'y a aucune issue et commence à supplier. Dal dit que ce n'est pas comme s'il allait vraiment mourir, et d'un coup propre sur la tête, il met fin au conflit. Velik tombe par terre, assommé. Avec ses points de vie intacts, Dal est le seul à avancer. Il jette un regard confiant autour de lui. Faites attention. Cela n'était que le premier pas. La deuxième phase du test de la tour commence. L'objectif maintenant est de vaincre le gardien, le golem en chair. Normalement, les survivants de la première phase musique travailleraient ensemble, mais Dal a éliminé tout le monde par lui-même, donc il fait face à ce défi seul. Contrairement à l'étape précédente, toutes formes de magie sont autorisées. L'utilisation d'artefacts, cependant, reste interdite. Le manteau au déglutif est hors de portée. Même ainsi, c'est une opportunité rare. Dal peut enfin tester le troisième cercle magique avec tout ce qu'il a. Le golem attaque sans hésitation. Le coup part avec une force brutale, l'impact résonnant comme un tonnerre, et la créature sourit, certaine que c'est fini. Seulement alors réalise-t-elle que sa propre main est enveloppée de flammes violettes, brûlant sans arrêt. La magie était déjà là, appliquée en silence avant même le coup ne soit pas encore arrivé. La technique s'appelle accélération corrompue, une compétence créée par Dal lui-même, quelque chose d'extraordinairement rare pour quelqu'un de son âge. Au lieu de tuer la cible directement, elle la corrode lentement à l'intérieur. Dans sa vie précédente, Dal a appris que contre les monstres, la guerre biologique était presque toujours la stratégie la plus efficace. Lentement mais sûrement, l'odeur de décomposition commence à se lever du corps du golem. Peu y comprennent véritablement la terreur de ce genre de magie. Dal termine le test en battant des records jusqu'à la 10e phase. En récompense, il reçoit aux musiques 4 jours de repos et laisse tous les autres participants choqués. Les 59 candidats restants passent à musique une évaluation spéciale tandis qu'il est déjà passé à autre chose. Cette nuit-là, après tout cela, Dal se tient silencieusement près d'une fontaine. Puis quelqu'un appelle son nom et il se retourne surpris. C'est Sephia. Elle s'approche de lui pour le féliciter pour sa performance pendant le test, et Dal répond que c'était seulement possible grâce à ce qu'il a appris d'elle. La maître sourit, sincèrement reconnaissante. Dal l'appelle par son nom avec une certaine gravité et fait une invitation inattendue. Il demande si elle voudrait sortir avec lui. Il y a un festival qui se déroule en ville et il aimerait avoir de la compagnie. Sephia hésite un moment, mais accepte. Avec une légère rougeur sur son visage, elle pense qu'il n'y a rien de mal à cela, bien qu'elle reconnaisse que son élève est encore trop jeune pour tout comprendre de ce moment-là. Le festival de la nécropole remplit les rues de vie et de bruit. Des feux d'artifice éclatent dans le ciel nocturne. Sephia demande s'il n'est pas fatigué après l'épreuve, et Dal explique qu'il lui reste encore plusieurs jours avant la prochaine phase. Un silence légèrement gênant s'installe entre eux. La pleine lune brille intensément et le paysage est trop beau pour être ignoré. Sephia regarde autour d'elle avec un sourire silencieux. Dal remarque que maintenir une conversation avec elle n'a jamais été facile, mais ce silence n'était pas inconfortable. Cela avait toujours été ainsi avec sa maîtresse. Peut-être parce qu'elle lui faisait toujours confiance. Quelques jours plus tôt, en atteignant le 3e cercle de magie, Dal a fait face à musique et exactement à ce que Sephia lui avait toujours prévenu, l'espace mental. En se concentrant, du sang a commencé à couler de son nez. Pour transcender ses propres limites, il devait libérer plus de mana qu'il n'en pouvait contenir dans le 2e cercle et seulement par reflux serait-il possible d'atteindre le 3e.
très difficile pour quiconque. Presque impossible pour un enfant. Dal a ressenti les conséquences dans sa poitrine, comme une lame passant à travers son cœur. Il a regardé l'épée qu'il tenait fermement et soudain son corps a été transporté ailleurs. Un champ désolé couvert de neige, des arbres nus dispersés jusqu'à l'horizon. Sans comprendre quoi que ce soit, il a regardé ses propres mains et vu apparaître l'apparence de sa vie passée. Musique, c'était l'espace à l'intérieur de son propre esprit. Le monde intérieur semblait brisé et fragmenté, divisé entre qui il était maintenant et qui il avait été auparavant. Il n'y avait rien là, seulement un vide infini. Et au sein de ce vide, la main de sa maîtresse était la seule chose qu'il pouvait tenir. Peut-être que c'était pour cette raison qu'il voulait qu'elle fasse partie de ce monde à ce point. De retour dans le présent, rassemblant son courage, Dal dit tout d'un coup. Il dit à Séphia maîtresse qu'il l'aime. Elle bredouille, prise au dépourvu, ne sachant pas comment réagir. Elle lui demande de répéter et musique cela. Même nerveux, il le fait. Séphia le regarde avec un sourire calme et chaleureux puis le serre dans une étreinte fraternelle douce. Elle dit qu'elle musique comprend ce qu'il ressent et qu'elle tient profondément à lui aussi. Dal la remercie en silence et pense que vivre une deuxième vie a vraiment ses avantages. Quelques jours passent. Le soleil est déjà brillant dans le ciel quand arrive le jour du défi de la tour. Après le festival, rien n'a changé entre eux. Sa maîtresse le voit probablement toujours comme un enfant avec les sentiments innocents d'un enfant de 10 ans. Dal décide de se concentrer entièrement sur l'épreuve. Cette fois, le test est un duel magique. Le gagnant passe à la phase suivante. L'adversaire de Dal est Elbert Rosenem, maître du 3e cercle, et l'homme fait clairement savoir dès le début qu'il ne va pas se montrer indulgent simplement parce qu'il affronte un enfant. Dans cette phase, les artefacts et la magie sont autorisés sans restriction, ce qui signifie que même une amulette de protection n'assure pas la survie de quelqu'un. Sans limitation, Dal peut enfin montrer la différence de puissance entre eux. Mais avant qu'il puisse agir, un aura violette surgit dans sa direction. La magie explose, ouvrant une nuée dense comme celle d'une bombe. Elbert prévient qu'il n'est rien comme les élèves que Dal a affrontés et musique auparavant et que ce. La surconfiance se terminera ici. Plusieurs cercles magiques apparaissent autour de l'homme, et à partir d'eux, plusieurs flèches de ténèbres sont tirées en succession rapide. Elbert doute que son adversaire puisse bloquer toutes les flèches. Elbert s'apprête une autre flèche et déclare « c'est assez ». Trop de confiance pour quelqu'un d'aussi inexpérimenté. Il tire tout à la fois, curieux de voir si son adversaire peut le supporter. Dal ne bloque pas. Il esquive. Musique, chaque coup est évité avec précision. Pas un seul mouvement gaspillé. Lancer des sorts avant que le duel n'ait officiellement commencé était clairement un coup bas, mais les évaluateurs ne s'en mêlent pas. Ils sont trop curieux de voir jusqu'où ira le garçon. C'est exactement ce genre de choses qui fait qu'il est impossible à Dal de supporter les mages. Albert serre son livre fermement et dans une démonstration pompeuse et exagérée, invoque une série de morts vivants demandant une loyauté absolue. C'est douloureux à regarder. Même ainsi, musique, les capacités de l'homme sont clairement au-delà de tout ce que Dal a déjà affronté auparavant. Les créatures avancent. Dal esquive tout avec facilité sans montrer le moindre signe d'effort. Albert le provoque en lui demandant combien de temps il compte continuer à simplement éviter et s'il pense vraiment qu'il peut gagner ainsi. Un autre mort-vivant apparaît brandissant un hache. Une aura violette perce droit à musique dans son cou. Cette même énergie se répand et anéantit tous les autres créatures d'un coup. Albert est encore souriant, encore en train de provoquer, mais au moment où les morts-vivants sont détruits, musique l'île déclenche une autodestruction. Une explosion massive soulève de la poussière et enveloppe toute l'arène. Convaincu qu'il a gagné, le mage proclame sa victoire. Puis il ouvre les yeux. Son adversaire est parti. Confus, Albert regarde autour de lui en demandant quand il s'est même déplacé. La voix de Dal résonne dans l'arène. Tricher contre un enfant est aussi lâche que possible. Mais le mage ne peut pas comprendre d'où vient le son. Soudain, Dal apparaît derrière lui. Il remarque que son adversaire semble choqué, le complimente sur l'attaque surprise et commence à se rapprocher enveloppé dans une forme spectrale. Mais il fait une chose claire, Albert est encore loin de pouvoir le battre. Une énergie sombre commence à plaquer le mage au sol menaçant de le consumer. Dal observe avec un sourire léger tandis que les créatures se rapprochent, leur disant simplement de ne pas aller trop loin. Les spectateurs regardent en horreur comme s'ils assistaient à un cauchemar. Albert est tordu et traîné au bord d'être dévoré. Dal commente que les créatures ont peut-être été emportées par la faim. Désespéré, le mage supplie pour sa vie. Avec un geste, Dal forme un cercle magique et leur ordonne musique de se calmer. Albert s'effondre au sol inconscient. Le premier match est déclaré terminé. Dal pose les mains sur les hanches et demande qui est le suivant. Beaucoup abandonnent sur place, refusant de faire face à ce qu'ils viennent de voir. Au dernier match, presque tout le monde a retiré son soutien. Dal avance avec facilité, ne rencontrant qu'un seul véritable combat en cours de route. Après cela, il affine complètement les 3 cercles magiques et commence à abattre les gardiens du sol un après l'autre. Au moment où il atteint le 20e étage, un adversaire digne apparaît. Le chevalier sans tête, monté sur son cheval, créé par un ancien de la Tour Noire. Ce être est différent de tout ce que Dal a déjà affronté jusqu'à présent. Cela pourrait bien être la limite du jeune maître. Même ainsi, Dal trouve l'idée de répéter des stratégies évidentes ennuyeuses. Il fait face à l'adversaire en chargeant sur son cheval et une tension saisit les spectateurs.
Puis quelque chose d'inattendu se passe. Musique, la créature s'arrête devant lui et s'inclinant.